Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Primum Non Nocere. Oui, vous ne rêvez pas, un nouvel épisode de Primum Non Nocere. Et pour votre patience, j'ai essayé de vous gâter. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, on m'a souvent demandé si j'allais faire un épisode sur les vaccins. Et vu que j'ai participé à certaines vidéos de mes collègues, que je vous encourage à aller voir bien évidemment, j'ai toujours répondu la même chose. Si je trouve un angle d'attaque intéressant, oui, j'en parlerai. Et jusque-là, j'avais rien trouvé de très intéressant à dire qui n'ait pas déjà été dit. Expliquer les bases de la vaccination, déjà fait par un peu pointu. L'histoire de la vaccination, déjà fait par Asclepios. Y penser à faire un mix des deux, et Dans ton corps a fait un débunkage du vaccino bullshit. Alors, pourquoi en parler? On compte plus vraiment le nombre de vidéos de débunkage sur les absurdités qu'on peut lire ou voir sur la vaccination. Tronchambier, Défécator, Débunker des étoiles, Astronogeek, etc., etc. Mais d'un autre côté, pourquoi s'en priver? Je vous le demande. Le sujet est intéressant et important, les gens se posent toujours des questions, et puis faire rager sur les sujets polémiques, c'est toujours marrant. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, je suis pour la vaccination et je suis en accord avec l'élargissement de l'obligation vaccinale, du moins transitoirement. Je ne suis payé par aucun organisme pour faire cette vidéo. Ça vous plaît, vous pouvez venir en discuter dans les commentaires, partager, liker la vidéo, vous abonner ainsi qu'à aller voir les vidéos que j'ai déjà citées. Ça ne vous plaît pas, et vous pouvez toujours venir en discuter dans les commentaires, me traiter de technofasciste faisant de l'astroturfing pour le compte de Big Pharma, me mettre un pouce rouge ou même signaler la vidéo, mais à moins que vous ayez des arguments très solides, ça devrait pas changer grand chose. On bat les couilles, frère. La vaccination est l'une des plus grandes avancées scientifiques et médicales de l'humanité. Elle a sauvé des millions de vies et en sauvera encore. Sauf qu'on l'a oublié. It works, bitches. Et ça va être ça le thème de cette vidéo. De quoi nous protègent les 11 vaccins obligatoires? En joie. Ah, et je préfère vous prévenir tout de suite, je vais être obligé d'illustrer mon propos par des photos et des vidéos un petit peu dures parfois. Vous êtes prévenus. Qui d'entre vous est capable de me décrire une varicelle? Moi? Ne le faites pas dans les commentaires, c'est une question rhétorique. À peu près tout le monde peut décrire une varicelle. Pourquoi? Parce que tout le monde a déjà vu une varicelle. Qui d'entre vous est capable de me décrire à quoi ressemblent les oreillons? Toujours moi! Chez les moins de 30 ans, à part si vous êtes dans le milieu médical, probablement très peu de monde. Pourquoi? Parce qu'il y en a très peu et qu'on a oublié à quoi ça ressemblait. Personnellement, j'en ai jamais vu. Petite anecdote personnelle, quand j'étais enfant, je lisais des BD. Bon, j'en lis toujours, mais c'est pas vraiment la question. Et entre autres, je lisais des Boule et Bill. Il y a une planche de Boule et Bill que j'ai mis très longtemps à comprendre. On y voit deux écolières avec un hijab, discutant avec Boule qui est hors champ, et s'interrogeant sur le fait que lui aussi porte un hijab. Sauf que non, pas du tout, lui c'est pour les oreillons. Cette blague est drôle uniquement si vous savez ce que font les oreillons, et il est probable que beaucoup d'entre vous ne la comprennent pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais vu d'oreillons. Il a fallu que je sois en médecine et que je fasse de l'infectiologie pour comprendre cette planche, et comprendre par la même occasion le Saladelucum de Caroline qui m'avait complètement échappé à l'époque. Alors que c'est Boule et Bill dont on parle, c'est une BD humoristique qui doit être comprise par des enfants, ce qui veut dire qu'à une certaine époque, cette planche était spontanément drôle pour des enfants. Et c'est en y repensant récemment que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un épisode sur la vaccination, mais pas sur les vaccins. Cette planche, elle est symptomatique du problème actuel, je pense. On a oublié. On a oublié ce qu'étaient ces pathologies, ce qu'elles faisaient, et on a oublié qu'elles faisaient partie de notre vie tous les jours, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui donc, on va s'intéresser aux maladies et agents infectieux que le calendrier vaccinal obligatoire, en place depuis le 1er janvier 2018, prévient. C'est-à-dire diphtérie, tétanos, poliomyélite, rougeole, oreillon, rubéole, coqueluche, hépatite B, infection Haemophilus influenza B, méningocoque C et pneumocoque. Autant vous dire qu'il y a du taf. Je vais vous parler de ce dont on parle rarement quand on parle de vaccination, des maladies en elles-mêmes, à quoi elles sont dues, comment elles se manifestent, quelles sont leurs complications et leurs traitements. Je mets d'ailleurs en description un petit menu avec le timecode qui va bien pour chaque maladie, histoire que vous puissiez naviguer d'une maladie à l'autre comme il vous plaira. Et puis je vais mettre en ligne chaque maladie dans une petite vidéo séparée, histoire que ce soit plus facile à partager et pour flatter un petit peu l'algorithme YouTube. Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. La diphtérie est une infection bactérienne. Elle est due à un groupe de bactéries du type Corynebacterie du complexe Diphtheriae. La principale bactérie responsable, c'est Corynebacterium diphtheriae, mais il y en a d'autres qui peuvent être responsables. Donc diphtérie, retenez Corynebacterie. C'est une bactérie quasiment exclusivement humaine, ce qui est un bon point pour la vaccination. La transmission se fait par voie respiratoire ou cutanée, ce qui en fait un bon agent infectieux. Et pour être parfaitement honnête, une infection par ces bactéries est non immunisante, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas développer de défense immunitaire spécifique contre cette bactérie. Ce qui est, je le rappelle, le principe de base de la vaccination en fait, exposer l'organisme à quelque chose pour développer des défenses immunitaires spécifiques
contre ce quelque chose afin de prévenir les infections. Et ben là, non. Vous pouvez l'attraper autant de fois que vous voulez, vous ne développerez pas de défense immunitaire spécifique contre la bactérie. C'est con pour la vaccination. Certes, mais ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Cette bactérie toute seule n'est quasiment pas dangereuse. Si ça se trouve, vous avez déjà contracté une infection à cause de cette bactérie et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Enfin si, mais vous allez comprendre. Tout ça, c'était juste pour vous montrer qu'on peut faire dire un peu ce qu'on veut quand on tourne les éléments à son avantage. Donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. Tout ce que je viens de vous raconter est factuel. Il y a juste un élément que j'ai volontairement omis. Ce qui est dangereux dans la diphtérie, c'est pas la bactérie, c'est ce qu'elle produit. Certaines souches de corynebactéries produisent une toxine, et c'est cette toxine qui va être la source de tous les problèmes. C'est contre cette toxine que se fait la vaccination, pas contre la bactérie, qui en elle-même est pas très dangereuse. Donc la vaccination protège contre la toxine. Sans vaccination, si vous attrapez la diphtérie, votre organisme va générer des anticorps, mais contre la toxine, qui elle est immunisante. Donc vous ne pouvez choper qu'une seule fois la diphtérie. Par contre, vous pouvez choper plusieurs fois une infection à corynebactéries. La production de toxines, elle va être responsable de deux grands types de manifestations. Des manifestations locales, suite à la production locale de toxines, et des manifestations plus générales quand la toxine va commencer à diffuser dans le sang. Au niveau des manifestations locales, la forme la plus classique de la diphtérie, c'est l'angine diphtérique. C'est même à ça qu'on pense quand on parle de diphtérie. Et puis là, on parle pas de la petite angine, on parle de la bonne grosse angine bien vénère. Après une semaine d'incubation, l'angine débute progressivement et la toxine va être responsable de la production de ce qu'on appelle des membranes. Diphtéria en grec, ça veut dire membrane. Ces membranes, blanchâtres, sont adhérentes et extensives. Elles vont s'étendre dans toutes les directions, vers la luvette en haut, vers les cavités nasales en arrière et même vers le larynx, c'est-à-dire la gorge, et les cordes vocales en bas. Elles s'accompagnent d'un œdème important de la gorge, c'est-à-dire un gonflement important de la région, mais également de l'augmentation de volume des ganglions dans le cou, qui peuvent être à la fois très volumineux et douloureux. Et ça encore, c'est quand ça se passe bien. Effectivement, quand les membranes s'étendent un petit peu trop vers la gorge, ça commence à l'obstruer, et on parle alors de croupe ou de laryngite diphtérique. Et c'est une urgence thérapeutique. Le croup peut nécessiter l'intubation du malade, voire la réalisation d'une trachéotomie. Pour rappel, la trachéotomie, c'est de faire respirer les malades en leur faisant un trou ici. Et ça, c'était la forme locale de la diphtérie. Maintenant, on va s'intéresser à la forme générale. Quand la toxine passe dans le sang, on observe trois grands types de manifestations. Des problèmes cardiaques, avec des troubles du rythme cardiaque, exposant au risque de mort subite. Les problèmes neurologiques, exposant à des paralysies musculaires, avec des paralysies au niveau des membres, mais également respiratoires, ce qui égaye toujours les soirées. Et enfin, des problèmes rénaux, avec l'apparition d'une insuffisance rénale. La toxine détruisant littéralement les cellules, soit cardiaques, soit nerveuses, soit rénales, la récupération est généralement moyenne. Le traitement se base sur des antibiotiques pour lutter contre le développement de la bactérie et de la sérothérapie, c'est-à-dire l'administration d'anticorps spécifiques dirigés contre la toxine pour éviter sa diffusion dans l'organisme. Parce qu'une fois que les dégâts sont faits, c'est déjà trop tard. Alors qu'en l'absence de production de toxines, ce qui est le cas majoritairement aujourd'hui, ou si la toxine est bloquée par des anticorps suite à, au hasard, une vaccination, c'est une simple angine bactérienne. Mais on a encore régulièrement des alertes des infectiologues nous disant « Faites attention, ce patient est porteur d'une bactérie produisant de la toxine, faut pas le laisser filer ». Mais on voit qu'exceptionnellement des diphtéries. Ah, le tétanos, un des fers de lance des antivax. C'est une maladie que j'aime bien, le tétanos, mais c'est aussi une maladie un petit peu subtile, ce qui fait rarement bon ménage avec les antivax. Le tétanos est dû à une bactérie, Clostridium tetani, qui est une bactérie un petit peu spéciale. Déjà, c'est une bactérie anaérobie stricte, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas d'oxygène pour vivre, mais également qu'elle ne peut vivre que dans des environnements dépourvus ou très pauvres en oxygène. C'est un germe dit tellurique, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans la terre, mais on le retrouve également à d'autres endroits comme dans les déjections animales. Cette bactérie, elle existe sous deux formes. Une forme dite sporulée, la bactérie s'enferme dans une spore qui lui permet de se protéger du milieu extérieur pendant plusieurs mois, voire années, et la forme végétative, qui est la forme responsable de la maladie. La bactérie, elle pénètre dans l'organisme suite à une plaie souillée par de la terre, un objet rouillé, une épine de rosier, enfin vous voyez le genre, mais pas que, également brûlures, plaies chroniques comme les ulcères, morsures de chien, otite ou même des procédures chirurgicales ou l'accouchement.
Et puis surtout, dans 20% des cas, la porte d'entrée, elle est jamais retrouvée. C'est un germe qu'on dit non invasif, c'est-à-dire qu'il ne va pas envahir les tissus et qu'il ne va pas disséminer dans l'organisme. L'infection reste strictement limitée à la zone de la plaie. Ensuite, la bactérie sécrète 2 toxines, la tétanolysine et la tétanospasmine. Et enfin, l'infection par Clostridium tetani est, comme pour la bactérie avec la diphtérie, non immunisante, c'est-à-dire que vous pouvez l'attraper plusieurs fois, vous ne développerez pas de défense immunitaire spécifique contre la bactérie Clostridium tetani. Comme pour la diphtérie, la bactérie comme ça, elle a pas l'air dangereuse de ouf. Sauf que comme pour la diphtérie, le problème c'est pas la bactérie, c'est ce qu'elle produit. Et c'est à partir de là que les choses subtiles vont commencer à apparaître. Au niveau de la plaie, il va se passer plein de choses qui vont créer un terrain favorable au développement de la bactérie. Déjà dans une plaie, il y a toujours des zones moins bien vascularisées que d'autres, et qui dit moins bien vascularisée dit moins bien alimentée en oxygène. Pourquoi ? Parce qu'une plaie, ça coupe des structures, donc des vaisseaux, donc ça altère localement l'alimentation en oxygène, ce qui va permettre le développement de la bactérie. Et ça, c'est d'autant plus vrai que la plaie est importante, complexe, c'est-à-dire pas rectiligne, délabrante, c'est-à-dire pas nette comme avec une lame de bistouri, mais plus comme quand on se tôle, vous savez, en vélo, en short, sur du gravier. Et en parlant de gravier, une transition, la présence de corps étrangers, ça aide aussi. Ça peut être du gravier, du verre, des éclats métalliques, enfin n'importe quoi, qui peuvent rester dans la plaie. Et enfin, nécrotique, c'est-à-dire des zones de tissu mort, qui par définition sont moins bien oxygénées. Ensuite, le Clostridium tetani, il arrive jamais seul dans une plaie. Il y a d'autres bactéries avec qui, elles, peuvent créer des abcès, du pus, de la nécrose, tout ce qu'il faut pour permettre le développement du Clostridium. Et puis pour finir, il y a la tétanolysine de tout à l'heure, qui est une enzyme qui va localement créer de la nécrose et donc favoriser le développement de la bactérie. Elle terraforme son environnement, elle clostriforme son environnement, si vous préférez. Donc voilà, même avec une petite plaie, on peut avoir un environnement favorable au développement de la bactérie qui va produire l'autre toxine, la tétanospasmine, responsable de tous les problèmes. Et il en faut pas beaucoup de la tétanospasmine pour créer des problèmes. Quelques dixièmes de microgrammes suffisent pour tuer un homme, un adulte. La tétanospasmine, elle va remonter le long des nerfs vers la moelle épinière. Arrivée là, la toxine, elle va diffuser et bloquer les neurones, dont le rôle est de réguler à la baisse le fonctionnement des neurones moteurs. Je m'explique. Les neurones moteurs, c'est-à-dire les neurones responsables de la contraction musculaire, sont régulés dans la moelle épinière par d'autres neurones, des interneurones. Ces interneurones, ils régulent le message de contraction pour pas que ça se contracte à fond tout le temps. Ils modulent l'information. Et pendant ce temps-là, la toxine, elle va diffuser également par voie sanguine pour atteindre d'autres endroits et se généraliser. Donc le tétanos, c'est pas la manifestation de la bactérie, mais la manifestation de la diffusion de la toxine tétanique. Alors, comment que ça se manifeste cette affaire ? Tout d'abord, il y a une période d'incubation pendant laquelle il ne se passe rien et qui dure 24 heures à 15 jours, 3 semaines. Donc ça peut aller très vite et plus la période est courte, plus le tétanos est grave. Ensuite, il y a la phase d'invasion qui peut durer quelques heures à quelques jours. Ça correspond à l'apparition des premiers signes et à leur généralisation à tout l'organisme. Et puis pour finir, il y a la phase d'état qui correspond à la maladie généralisée jusqu'à soit la guérison du malade, soit son décès. Le tétanos, ça crée des contractures musculaires vénères généralisées. Tous les muscles vont se contracter à fond, tout le temps. Le premier signe classique du tétanos, et qui apparaît pendant la phase d'invasion, c'est le trismus, c'est-à-dire une contracture bilatérale, permanente et invincible des muscles de la mastication. Ça débute par une difficulté à parler, puis à mastiquer, en un seul mot, et enfin à ouvrir la bouche. Généralement, c'est non douloureux. L'autre manifestation classique, c'est le rictus sardonique. Les muscles du visage vont se contracter, donnant un air sardonique au patient. À la phase d'état, les contractures musculaires, elles sont généralisées, douloureuses et invincibles, avec une raideur de rachis, des bras en flexion et des jambes en extension. Les contractures, elles peuvent s'aggraver de spasmes, c'est-à-dire de contractions encore plus intenses qui sont douloureuses. Ces paroxysmes, ils sont spontanés ou suite à un stimulus quelconque. Ça peut être de la lumière, du bruit, un soin, une émotion. Et ces spasmes, ils peuvent conduire à un signe extrêmement classique du tétanos, l'opistotonos, le patient ne tenant plus que sur ses talons et son occiput. Les contractions se faisant partout, les cordes vocales peuvent se fermer et empêcher la respiration, avaler devient impossible, le patient risque donc de se noyer dans sa salive et ses sécrétions, et les contractions sont tellement intenses qu'elles peuvent provoquer des fractures ou des ruptures tendineuses. Et pendant tout ce temps, le patient est évidemment conscient. Sympa. Le traitement du tétanos, c'est avant tout préventif. La vaccination, bien évidemment, la sérothérapie, c'est-à-dire l'injection d'anticorps spécifiques contre la toxine
pour la bloquer avant qu'elle ne diffuse, et la gestion des plaies, désinfection, lavage, parage des plaies, c'est-à-dire excision des corps étrangers et des tissus nécrotiques, puis suture et antibiothérapie, tout en faisant attention qu'en détruisant les bactéries par les antibiotiques, on libère la toxine qui se trouve dans les bactéries, d'où une sérothérapie préventive indispensable en cas de doute sur la vaccination. Et pour les cas déclarés de tétanos, me direz-vous, il n'y a pas de traitement curatif. Il faut juste attendre que ça passe. Donc les patients sont en réanimation, généralement sous respirateur, régulièrement avec une trachéotomie, alimentés par sonde avec des aspirations des sécrétions, conscients ou dans le coma en fonction de l'intensité du tétanos. En fonction de la gravité de leur état, les malades reçoivent du diazépam, des barbituriques, de la chlorpromazine, du dantrolène, du baclofène, des anticoagulants et, pour faire joli, une trachéotomie. Et même comme ça, la mortalité est de l'ordre de 20 à 30%. Bonne ambiance! La vaccination, vous l'aurez compris, ne se fait donc pas contre la bactérie, mais contre la toxine responsable des spasmes. C'est donc une protection individuelle. Toute personne vous parlant du caractère non immunisant de la bactérie pour questionner la vaccination est soit en train de vous mentir délibérément, elle vous prend pour un con quoi, soit n'y connaît strictement rien. On me demande souvent si je n'ai pas peur que mon enfant attrape des maladies comme le tétanos. Ce à quoi je réponds que mon fils peut attraper 20 fois le tétanos et en guérir 20 fois. Il ne sera pas à l'abri de l'attraper une 21e, car il n'y a pas d'anticorps pour la bacille tétanique. Si le corps qui a déjà connu la maladie ne peut l'immuniser, comment un vaccin le pourrait-il alors que c'est son rôle ? La toxine tétanique est, en théorie, immunisante, et on observe parmi les survivants du tétanos une petite proportion d'immunisation naturelle. Mais l'important dans la phrase que je viens de dire, c'est pas immunisation naturelle, c'est parmi les survivants. Parce que la toxine est immunisante, certes, mais la quantité de toxine nécessaire pour générer une immunité est largement supérieure à celle nécessaire pour tuer un humain. Alors parfois ça arrive, mais c'est pas la règle. Et puis surtout, il faut survivre au tétanos avant. Donc contrairement à la diphtérie, on peut avoir plusieurs fois le tétanos dans sa vie. Cool! Mais on dit souvent que avoir le tétanos, c'est un verbe qui se conjugue mal au passé. Dans le monde à l'heure actuelle, la forme la plus classique de tétanos, c'est le tétanos néonatal, qui apparaît suite à l'accouchement chez des enfants dont la mère n'est pas ou insuffisamment vaccinée. Donc pas de protection par les anticorps maternels. L'OMS estime à 60 000 le nombre de décès liés au tétanos néonatal chaque année dans le monde, principalement en Afrique. Et ça, c'était le tétanos. La poliomyélite, ou polio, est une maladie infectieuse virale. Elle est contagieuse et évolue par épidémie. Elle est due au poliovirus de type 1, 2 et 3. Le réservoir des poliovirus, c'est exclusivement humain, il s'agit donc d'une maladie éradicable. Le poliovirus, c'est un entérovirus, c'est-à-dire qu'il se trouve dans les intestins, et un patient porteur du virus, malade ou non, est contagieux pendant plusieurs semaines au niveau de ses selles. Le virus, il peut survivre dans le milieu extérieur, notamment dans l'eau. Son mode de transmission est orophécal, principalement directement, de personne à personne, manuellement. Après infection par le virus, les manifestations de la maladie sont rares. Donc dans la grande majorité des cas, les patients infectés ignorent qu'ils sont infectés, car l'infection ne se manifeste pas, ce qui n'empêche absolument pas la transmission du virus. Dans 5 à 10% des cas, le virus franchit la barrière intestinale et se diffuse dans le sang. Il est alors responsable de manifestations cliniques bénignes et non spécifiques. Fatigue, un peu de fièvre, maux de gorge, troubles digestifs, rien de bien méchant. Et dans 1 à 2% des cas, le virus va se fixer dans le système nerveux central, principalement dans la moelle épinière, et il va détruire les motoneurones, soit les neurones responsables des contractions musculaires, et donc des mouvements, ce qui va entraîner des paralysies définitives, et c'est un petit peu au hasard Balthazar. Polio changed the way I walk, but not what I can be. La période d'incubation dure de quelques jours à 1 mois. La phase d'invasion avec les signes non spécifiques dure de 3 à 6 jours. Et enfin, la phase d'état voit apparaître de manière rapide, sur 48 heures, des paralysies flasques pouvant toucher tous les muscles, mais qui sont généralement asymétriques et dispersées. C'est un peu par-ci, un peu par-là. Les formes les plus graves sont évidemment les formes avec paralysie atteignant les muscles respiratoires, qui aujourd'hui condamnent le patient au respirateur artificiel en continu, mais autrefois à ce qu'on appelait le poumon d'acier. C'est un dispositif étanche, ne laissant sortir que la tête du patient et permettant de faire varier la pression dans l'enceinte du caisson et donc permettant ainsi la respiration.
Pour ce qui est du traitement, il n'en existe pas de curatif. Une fois que les dégâts sont faits, ils sont faits. Le seul traitement qui existe, il est préventif et c'est la vaccination. Aujourd'hui encore, on peut rencontrer des gens nés en France avant 1964 et qui présentent des séquelles de polio. Voilà pour la polio. Alors la rougeole. La rougeole, c'est une infection virale. Le virus responsable est un paramyxovirus du genre morbillivirus, qui est un virus à ARN monocaténaire, et avec ça, vous êtes bien avancé. La première chose à retenir avec la rougeole, c'est que c'est extrêmement contagieux. On estime qu'une personne infectée peut contaminer à elle seule entre 10 et 20 personnes non protégées, bien évidemment. Pour vous donner un ordre de comparaison, la grippe, c'est 2-3, la diphtérie, c'est 5-7, la peste, c'est 3, Ebola, c'est entre 1 et 2. Donc on part sur de la maladie bien contagieuse. Le seul réservoir du virus, c'est l'homme, et on n'en trouve pas dans l'environnement. La transmission se fait par l'air puisque la rougeole s'attaque entre autres aux voies respiratoires. Ce qui est chiant avec la rougeole, c'est que non seulement elle est contagieuse, mais en plus les patients sont contagieux et donc transmettent le virus avant qu'on sache que c'est une rougeole, ce qui explique son fort pouvoir épidémique. Donc le virus rentre dans l'organisme par les voies respiratoires et il va commencer à infecter les cellules de la trachée et des poumons. À partir de là, il y a une deuxième phase d'infection où le virus va diffuser dans le sang et infecter le système immunitaire. Parce que oui, la rougeole, ça infecte les cellules et les organes du système immunitaire. Macrophages, lymphocytes, rate, amygdale, ganglions ou appendice. Il faut arrêter de dire que ça sert à rien l'appendice, c'est un organe du système immunitaire, comme les amygdales. Ça sert dans la lutte contre les infections, c'est une sorte de garnison avancée. Le temps d'incubation de la rougeole, c'est 10-15 jours. Puis vient la phase d'invasion, avec l'installation d'un catarrhe oculo-respiratoire, mais qu'on pourrait traduire par grosse crève, fièvre à 40, toux, nez qui coule, conjonctivite. Une crève quoi, rien de spécifique. Ça dure 3-4 jours. Puis apparaît ce qu'on appelle la rougeole, c'est-à-dire l'éruption morbilliforme, c'est-à-dire l'apparition de petites plaques rouges sur la peau de quelques millimètres, légèrement en relief et ne démangeant pas. Elle commence autour de la bouche et derrière les oreilles, parce que pourquoi pas, et en 3-4 jours, elle progresse à partir de la tête jusqu'à atteindre tout le corps. Pendant que les plaques progressent, la fièvre, elle va diminuer. La contagiosité également, et les plaques rouges, elles vont disparaître, avec parfois la peau qui va peler en même temps. Le patient, il conserve quand même, pendant quelques jours, une fatigue assez marquée. Le problème de la rougeole, ce sont ses complications, qu'elles soient directes ou indirectes. Dans les complications directes, on a la rougeole maligne, qui est une forme assez vénère de la rougeole et qui est mortelle, mais heureusement rare. L'encéphalite aiguë post-éruptive, qui est une inflammation du cerveau qu'on rencontre dans 1 cas sur 1000 environ et qui arrive 5-6 jours après l'apparition des plaques et qui nécessite au moins une hospitalisation, voire de la réanimation, et qui peut être mortelle, et la panencéphalite subaiguë sclérosante, ou PESS. Elle complique 1 cas de rougeole sur 10 à 25 000 et elle correspond à une destruction progressive du système nerveux central. Les patients présentent une régression psychomotrice, baisse du niveau scolaire, troubles de la mémoire, puis convulsions, hallucinations, perte de contrôle des muscles, démence, coma et décès en 1 à 3 ans. Le problème de la PESS, en dehors de provoquer la mort lentement et horriblement, j'entends, c'est qu'elle apparaît en moyenne 8 ans après la rougeole, ce qui fait un petit peu chier, il faut bien le dire. Ensuite, on a les complications indirectes, qui sont liées au fait que le virus de la rougeole altère transitoirement les défenses immunitaires, car il s'y attaque directement. Il s'agit surtout de surinfections bactériennes, responsables entre autres d'otite, de laryngite ou de laryngotrachéite, et de pneumonie qui sont quand même responsables de 60% des décès liés à la rougeole. Et les bactéries responsables de ces surinfections, on va les recroiser, puisqu'il s'agit le plus souvent de pneumocoques, d'hémophilus, et aussi de streptocoques et de staphylocoques. Pour ce qui est du traitement, comme pour toute bonne infection virale qui se respecte, il n'y en a pas en dehors du traitement des symptômes et aux besoins des surinfections. Il s'agit surtout d'isoler les patients pour éviter qu'ils contaminent d'autres personnes. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a oublié également, mais dans les hôpitaux, il y avait des pavillons entiers de rougeoleux, en particulier en pédiatrie. Et ça, c'était la rougeole. Les oreillons sont également une infection virale. Le virus des oreillons, ou virus ourlien, est un rubulavirus de la famille des paramyxovirus. Si, je vous assure. Le seul réservoir connu de virus, c'est l'homme, et la transmission se fait par l'air et la salive. A noter que l'infection peut quand même passer inaperçue dans 1/3 des cas. Après avoir pénétré dans l'organisme, par le nez ou par la bouche, le virus va se multiplier à cet endroit, puis diffuser dans l'organisme où il va infecter les parotides, le système nerveux central, le pancréas, les voies urinaires et les organes génitaux.
La forme la plus classique des oreillons, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle les oreillons, c'est ce qu'on appelle la parotidite ourlienne, c'est-à-dire l'inflammation des parotides par le virus ourlien. Les parotides, ce sont les plus grosses glandes salivaires de la bouche et elles produisent environ 70% de notre salive. Cette parotidite, cette inflammation des parotides, elle se manifeste par une augmentation importante du volume des parotides, de manière bilatérale et pas forcément symétrique. On dit classiquement que le visage est piriforme, en forme de poire. Les parotides, elles sont douloureuses et il y a un peu de fièvre associée. D'autres glandes salivaires peuvent être atteintes, mais c'est plus rare et l'évolution de tout ça est favorable en 8-10 jours. Alors vous vous doutez bien que c'est pas trop la parotidite ourlienne, le problème au vu de ce que je vous ai raconté. Les oreillons, c'est pas que ça. Dans 15 à 30% des cas, quand l'infection arrive à la puberté, on observe chez les hommes une orchite ourlienne. Orchite, c'est inflammation des testibules. Elle arrive une semaine après la parotidite avec redouleur, regonflement, mais au niveau des testibules, et refièvre. Et ça dure 1 à 2 semaines. On peut observer également des pancréatites, des ovarites et des mastites, qui sont respectivement des inflammations du pancréas, des ovaires et des glandes mammaires, mais c'est plus rare. Ça c'était pour les atteintes glandulaires, mais je vous ai dit que le virus diffusait aussi dans le système nerveux central, avec un risque de méningite dans 10% des cas. Chiante, mais pas grave. Et d'encéphalite dans 1% des cas. Plus chiante pour le coup, car responsable de décès dans 1 à 5% des cas. La séquelle majeure des oreillons, c'est l'atrophie testiculaire. On la retrouve dans la moitié des cas d'orchite, associée avec des troubles du spermogramme pouvant aller jusqu'à la stérilité. Il n'existe bien évidemment pas de traitement curatif, virus, tout ça, uniquement de la prévention et le traitement des symptômes. Pour le traitement des symptômes, on peut proposer ce qu'on appelle des suspensoires, c'est-à-dire quelque chose pour suspendre les testibules. Et c'est là qu'on va recouper avec boule et bille, le foulard de boule dans la planche étant une méthode de grand-mère pour servir de suspensoire aux parotides. Voilà pour boule et bille, et voilà pour les oreillons. La rubéole est une maladie OSEF, sauf si vous êtes une femme enceinte. La rubéole, c'est typiquement le cas de maladie pour lequel la protection vaccinale, elle est altruiste, contrairement au tétanos où la protection, elle est individuelle. La rubéole est une infection virale d'un virus de la famille des togavirus et de genre rubivirus. Mais putain, il faut qu'ils arrêtent, sérieux. Le réservoir est uniquement humain, la contagiosité est assez bonne, mais moins que la rougeole quand même, et la transmission se fait par voie aérienne. Les patients, ils sont contagieux 10 jours avant l'apparition des signes cliniques et jusqu'à 15 jours après. Et dans 50% des cas, la rubéole passe complètement inaperçue. Et ça va être un problème. On va passer rapidement sur la maladie en elle-même parce que voilà quoi. Il y a une période d'incubation de 10-15 jours environ, puis apparaît un syndrome grippal modéré, un peu de fièvre, douleur articulaire et musculaire, toux, maux de tête, ça dure 2 jours. Ensuite, il y a une éruption cutanée qu'on dit morbilliforme, parce que ça ressemble à la rougeole. Ça dure 3 jours et merci, bonsoir. Dans les complications, on peut avoir des douleurs articulaires qui durent jusqu'à 1 mois, mais sans séquelles, et rarement des méningoencéphalites, avec une mortalité qui peut atteindre quand même 20%. Le problème avec la rubéole, il est pas là. Le problème, ce sont les femmes enceintes, parce que le virus de la rubéole passe la barrière placentaire et infecte le bébé. Et là, c'est le bordel. 3 possibilités, la mort fœtale in utero, qu'on va pas détailler, les malformations fœtales et la rubéole congénitale évolutive. Au niveau des malformations, si l'infection se fait avant la 12e semaine d'aménorrhée, le risque de malformation fœtale, il est majeur. Et plus c'est tôt dans la grossesse, plus c'est grave. Entre 12 et 18 semaines, les malformations sont surtout des surdités, et après 18 semaines, apparemment, plus rien. Pour ce qui est de la rubéole congénitale évolutive, c'est une infection virale chronique généralisée du bébé. Le bébé naît avec la rubéole. Le bébé est alors très contagieux pendant plusieurs mois, ce qui est le moindre de ses soucis puisqu'on retrouve aussi retard de croissance, hépatite, méningite, atteinte cardiaque, pulmonaire, osseuse, n'en jetez plus, la cour est pleine. Et la mortalité est de l'ordre de 20%. Et évidemment, il n'y a pas de traitement. Ça, c'était la rubéole. L'hépatite B, c'est une pathologie un peu subtile également, l'hépatite B. C'est une maladie virale et une infection sexuellement transmissible, mais pas que. Le virus de l'hépatite B ou VHB appartient à la famille des hepatnavirus. Le VHB, on le retrouve partout sur la planète. Pour vous donner un ordre d'idée, le VHB, c'est 2 milliards de personnes infectées, dont 350 millions de malades chroniques. C'est plus de 700 000 décès par an, soit plus que le paludisme, et il est responsable de 5 à 10% des causes de transplantation hépatique dans le monde. Le VHB, ça se transmet par le sang,
par le sperme et les sécrétions vaginales, et de la mère à son bébé. Et avant qu'on me pose la question, il n'y en a pas dans la salive, sauf si vous avez du sang ou autre chose dans la salive. A noter tout de même que dans des pays comme la France, environ 15% des contaminations se font pendant l'enfance, presque 20% dans un contexte familial non sexuel, c'est-à-dire par simple échange d'objets du quotidien, et 25% des cas de manière inconnue, alors que la contamination sexuelle représente 5% des cas. Donc maladie sexuellement transmissible, oui, mais pas que. L'hépatite B, comme son nom l'indique, c'est une hépatite, c'est-à-dire une inflammation du foie. Hépato, ça fait référence au foie, et it, ça veut dire inflammation. Le VHB, il infecte les cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes. Je ne vais pas rentrer dans les détails subtils de l'infection, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que si le virus en lui-même ne détruit pas trop les cellules du foie, la réaction immunitaire pour détruire le virus, elle va détruire les cellules du foie. Et c'est là qu'on va avoir des problèmes. Après exposition au virus, il y a une période d'incubation qui dure entre 2 et 5 mois. Puis vient la phase aiguë de la maladie qui correspond à la réaction immunitaire de l'organisme contre le virus. Dans la majorité des cas, l'infection elle est contrôlée par le système immunitaire et donc le patient guérit de son hépatite B. Mais si ce n'est pas le cas, l'affection elle va devenir chronique et durer plusieurs mois, voire années, avec le risque d'apparition de complications. La phase aiguë ne présente aucun symptôme dans 90% des cas, l'infection restant complètement méconnue et le patient étant par contre contagieux. Préservatif, rapport protégé, dépistage, tout ça. Dans les 10% restants, le système immunitaire va faire un petit peu de zèle et c'est là qu'on va voir apparaître des symptômes. Le système immunitaire va détruire les virus qui circulent dans le sang et ça on s'en fout. Mais pour détruire les virus qui sont dans les hépatocytes, il va détruire les hépatocytes. Et ça, on s'en fout pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une hépatite aiguë commune, ou jaunisse dans le langage courant. Après une phase de quelques jours où le patient présente les symptômes d'une grippe, on va voir apparaître une phase dite ictérique. Le patient, du fait de la destruction de ses hépatocytes, va présenter ce qu'on appelle un ictère, c'est-à-dire qu'il va devenir tout jaune. Dans le cadre de l'hépatite, on parle même d'ictère flamboyant. Cet ictère, il va s'accompagner d'urine très foncée, de démangeaisons assez vénères et d'une grande fatigue. La bonne nouvelle, c'est que ça aboutit à la guérison en 2-3 semaines. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 1% de chance que la réaction immunitaire soit suraiguë et se transforme en hépatite fulminante. Ah, ça c'est cool. Non. Non. Il s'agit de la destruction du foie par le système immunitaire avec une mortalité de 80% en quelques heures si pas de greffe de foie en urgence. En langage courant, on appelle ça une bavure. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une phase aiguë asymptomatique, plusieurs possibilités. Soit ils guérissent, et c'est une grande partie des cas, le système immunitaire arrive à éliminer le virus sans tout défoncer, soit il se crée un équilibre immunitaire entre le virus et le système immunitaire, le virus se répliquant et infectant en permanence le foie, et le système immunitaire détruisant en permanence le foie sans réussir à éliminer complètement le virus. Et ça, c'est ce qu'on appelle une hépatite chronique. Non seulement c'est chiant, mais en plus c'est dur à traiter. Le risque de passage à la chronicité, il est variable en fonction de l'âge. Chez les nouveau-nés, ce risque il est de 90%. 20 à 30% chez les enfants de moins de 5 ans, 30% chez les gens de plus de 50 ans, alors que chez les moins de 50 ans, le risque de chronicité, il est de 5 à 10%. Et là, on va voir apparaître 3 grands problèmes. La cirrhose du foie, l'insuffisance hépatique et le boss final, le carcinome hépatocellulaire. La cirrhose du foie, c'est une fibrose du foie à cause des multiples cicatrices causées par les destructions chroniques. Ça crée de l'hypertension au niveau des vaisseaux du foie qui va entraîner des varices dans l'œsophage qui peuvent se rompre secondairement et saigner énormément, voire être mortelles. À un stade avancé, on voit apparaître aussi une accumulation de liquide dans le ventre qu'on appelle de l'acide et qui peut s'infecter et être mortel. L'insuffisance hépatique, c'est le foie qui manque de cellules compétentes et donc il n'assure plus ses fonctions. Épuration du sang, synthèse de molécules, dont les protéines, coagulation du sang, élimination des déchets par la bile, le foie est insuffisant. Et le carcinome hépatocellulaire, ou CHC, c'est un cancer spécifique du foie. Il apparaît dans 80% des cas sur un foie cirrhotique. Au niveau des traitements, il n'y a pas grand-chose. Pour l'hépatite aiguë, il n'y a pas grand-chose à faire, à part traiter les symptômes, sauf en cas d'hépatite fulminante, et là c'est transplantation du foie. Pour l'hépatite chronique, il y a des traitements antiviraux qui peuvent permettre de guérir dans certains cas la maladie, mais pas tout le temps et selon certains critères. Et pour la cirrhose, il n'existe pas de traitement en dehors de la transplantation. Pour le cancer, le traitement, il est surtout chirurgical, et là encore, la transplantation est une option envisageable. Et en préventif, il y a évidemment la vaccination. Il existe aussi une sérothérapie, donc des anticorps spécifiques contre le VHB, en cas d'exposition au VHB, comme par exemple chez le nouveau-né, mais les options sont globalement assez limitées. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'ictère, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur la couleur du caca, et on en a fini, je pense, avec l'hépatite B.
Alors la coqueluche, c'est marrant parce qu'il y a aussi une planche de Boulet et Bill qui en parle dans un album qui doit dater des années 60. Dans cette planche, on suspecte Boule d'avoir la coqueluche à cause d'une toux qui est représentée comme le chant d'un coq. Retenez ça. La coqueluche, c'est une infection bactérienne. Elle est due à une bactérie du genre Bordetella, dont la plus importante, responsable de 95% des coqueluches, est Bordetella pertussis ou bacille de Bordet-Jangou. Pertussis voulant dire toux sévère. Vous allez voir que ça tourne quand même pas mal autour de la toux, cette affaire de coqueluche. Le réservoir, il est strictement humain. La transmission, elle se fait de manière aérienne au cours de la toux, bien évidemment. Mais le patient, surtout, il est contagieux avant qu'on se doute qu'il s'agisse d'une coqueluche, histoire de faire bien les choses. L'immunité naturelle, comme vaccinale, n'est pas définitive avec la coqueluche. Elle dure une dizaine d'années. Et la coqueluche, c'est une toxi-infection. Il y a une part des manifestations qui est liée à l'infection par la bactérie et une part qui est liée à la production d'une toxine par la bactérie. La bactérie, elle va infecter le revêtement cellulaire des voies trachéobronchiques. Elle va entraîner la destruction d'une partie de ce revêtement cellulaire et empêcher sa réparation. Elle va empêcher les cellules immunitaires de faire leur travail localement et elle va empêcher le bon fonctionnement des cellules restantes. Elle se met bien. La période d'incubation dure 7-10 jours. Après, on a une phase dite d'invasion catarrhale, c'est-à-dire une crève quoi, le nez qui coule, éternuement, tout simple, un peu de fièvre, rien de spécifique, et ça dure 1 à 2 semaines. Sur cette période, progressivement, le tableau clinique il va changer. Les toux qui vont devenir de plus en plus intenses et prendre toute la place des manifestations, et le patient va rentrer dans ce qu'on appelle la phase des quintes. La phase des quintes, c'est à ça qu'on pense quand on parle de la coqueluche. Cette phase, elle va durer 4 à 6 semaines et vous allez comprendre que c'est long. La toux va s'organiser en épisodes paroxystiques de quinte. Chaque paroxysme à l'intérieur d'une quinte comprend classiquement une série d'efforts de toux sonores dans une même expiration et empêchant le patient d'inspirer. Puis elle se termine par une inspiration longue et bruyante. En français, quand on parle de coqueluche, on parle généralement du chant du coq pour décrire les quintes. D'où le Boulet et Bill. En anglais, c'est whooping cough qui peut se traduire par toux tonitruante. On parle de quinte parce que chaque épisode est classiquement composé de 3 à 5 paroxysmes toux, parfois plus de 10. Et ces quintes, elles vont augmenter progressivement en fréquence jusqu'à une 20aine par jour. Mais parfois, ça peut dépasser la 50aine de quintes par jour. Je vous laisse imaginer ça sur un nourrisson. Ces quintes, elles sont plus fréquentes la nuit et elles peuvent être déclenchées par à peu près n'importe quoi. Bruit, énervement, alimentation, peur, examen médical, n'importe quoi. Et pendant les quintes, le visage du patient il est bouffi, bleu, enfin on dit cyanosé en vrai mais on va dire bleu, avec des veines du cou et du front complètement dilatées, et en dehors des quintes, l'examen il est strictement normal. Plus les patients sont jeunes ou fragiles, plus les quintes sont mal tolérées, avec un risque d'asphyxie à cause des quintes prolongées qui créent un épuisement respiratoire, des convulsions par manque d'oxygène, des syncopes, voire des arrêts cardiaques complètement inopinés, un encombrement pulmonaire avec un risque de surinfection, et aussi des vomissements et refus alimentaires pouvant entraîner déshydratation et dénutrition, surtout chez les jeunes enfants et les nourrissons. Après toutes ces réjouissances, il y a une 4e phase qui est la phase de déclin. Cette phase voit une réduction de la fréquence des quintes et dure plusieurs semaines. Et même après ça, il y a quelques quintes éparses qui peuvent persister ensuite pendant quelques mois après l'infection et on appelle ça le tic coqueluchoïde. Au final, la maladie elle peut durer plusieurs mois. Les Asiatiques appellent ça d'ailleurs la toux des 100 jours. Au niveau des complications, on en a déjà vu pas mal et elles sont surtout la conséquence des quintes en elles-mêmes qui peuvent être extrêmement mal tolérées, surtout chez les enfants en bas âge ou les personnes fragiles. Dans les complications un petit peu plus extrêmes, on peut voir des fractures de côte ou des fuites d'air sous la peau, alors dans le cou ou derrière le sternum, avec parfois une perforation des poumons qui vont s'effondrer sur eux-mêmes, et c'est ce qu'on appelle un pneumothorax. Au niveau des traitements, en dehors de la prise en charge des symptômes et des complications, ou de l'hospitalisation pour surveillance, surtout chez les plus petits, il n'y a pas grand chose à faire. Les antibiotiques n'ont quasiment aucun effet sur les quintes et ils empêchent juste la diffusion
de la maladie. Le meilleur traitement reste donc la prévention et surtout la prévention auprès des jeunes enfants et des nourrissons qui supportent extrêmement mal la coqueluche. Ils sont fragiles, n'ont aucune réserve et décompensent extrêmement rapidement au niveau respiratoire, sans parler des problèmes de dénutrition et de déshydratation. Okay, take a breath in, honey. Come on. Almost there. There we go. Oh my. It's okay. It's okay. La coqueluche étant souvent transmise par l'entourage proche, parents ou fratrie, c'est non seulement l'enfant mais également son entourage qu'il faut vacciner afin de créer un espace de protection autour de l'enfant avant sa vaccination. C'est la stratégie du cocooning, créer un cocon autour de l'enfant. Voilà, ça, c'était la coqueluche. Le méningocoque, ou de son petit nom Neisseria meningitidis, est une bactérie très fragile, exclusivement humaine et ne survivant pas très bien dans le milieu extérieur. Son habitat naturel, c'est la gorge et sa transmission est donc aérienne, venant des porteurs sains ou des malades. Il existe une très grande diversité de souches de méningocoques. Très grande. Par exemple, le méningocoque B14 P1-7,16 ST32. Bon, c'est un méningocoque de sérogroupe B, sérotype 14, sérosous-type 1-7,16, séquence type 32. Voilà. Et je suis même pas sûr que ça se dise comme ça. Certaines souches sont complètement inoffensives, alors que d'autres sont dites hyper-invasives, c'est-à-dire qu'elles ont plus de chances de générer une infection que les autres. Et en plus, le méningocoque est une bactérie extrêmement changeante, capable de se recombiner et donc de changer de type. Les infections, elles évoluent généralement par épidémie assez localisée d'une souche particulière, car la bactérie ne voyage pas très bien. Et la transmission, elle est relativement limitée dans l'espace, car il faut être assez proche pour permettre la transmission. Par exemple, le méningocoque de tout à l'heure, le B14 P1-7,16 ST32, il a sévi en Seine-Maritime entre 2003 et 2009. Quand l'organisme est exposé à une souche, et je rappelle qu'il y en a plein des souches, en une dizaine de jours, il va faire des anticorps spécifiques contre cette souche. Une infection invasive n'est donc plus possible à ce moment-là, mais le germe peut rester dans la gorge sans être invasif et le patient devient un porteur sain. Parfois, si la souche est hyper invasive et avant l'apparition d'une immunité, le patient peut développer une infection invasive à méningocoque. Il y a deux formes principales d'infection invasive à méningocoque. La méningite, que tout le monde connaît au moins de nom, et la méningococcémie ou septicémie à méningocoque, que tout le monde ne connaît pas et qui est redoutée par les médecins du monde entier. 45% des malades avec une infection invasive à méningocoque ont une méningite isolée. 30% ont une méningite avec méningococcémie et 25% ont juste une méningococcémie isolée. Une méningite, c'est une inflammation des méninges. Les méninges étant un ensemble de membranes entourant le cerveau et la moelle épinière. Elles délimitent des espaces dans lesquels circule un liquide, le liquide céphalorachidien. En cas de méningite bactérienne, on parle généralement de méningite purulente, car quand on ponctionne le liquide céphalorachidien, il y a du pus dans le liquide, alors que d'habitude il est clair comme de l'eau de roche. Pour ceux qui se poseraient la question, une ponction du liquide céphalorachidien, ça s'appelle une ponction lombaire. On enfonce une aiguille entre deux vertèbres pour aller récupérer du liquide. La méningococcémie, c'est une septicémie à méningocoque, c'est-à-dire une diffusion à tout l'organisme du méningocoque par le sang. C'est une infection du sang à méningocoque, si vous préférez. Le patient, il est vraiment pas bien. Il a de la fièvre, des frissons, des douleurs. Voilà. Il est pas au top. Cette méningococcémie, elle peut se compliquer dans 30% des cas de ce qu'on appelle un purpura fulminans. C'est le cauchemar de n'importe quel médecin ou étudiant en médecine. Ça va être difficile de tout vous expliquer, mais en gros, c'est un choc septique à méningocoque, c'est-à-dire une défaillance généralisée de l'organisme à cause du méningocoque, et c'est associé à un purpura rapidement extensif. Un purpura, c'est des petites taches noires ou bleues de la peau qui correspondent à des problèmes de coagulation, voire de nécrose de la peau localisés et qui vont s'étendre extrêmement rapidement pour former des grands placards de nécrose de la peau. C'est dû au fait que le système de coagulation du sang part littéralement en vrille. Le sang coagule un peu tout le temps,
un peu partout et de manière complètement désordonnée. Ça fait plein de petits caillots qui vont boucher au départ des petites artères, d'où les petites taches au départ, puis au fur et à mesure des trucs de plus en plus gros, d'où l'extension rapide. C'est ce qu'on appelle une coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant l'arrivée des antibiotiques, la mortalité des infections invasives à méningocoque était de 100%, à peu près. La mortalité globale des méningites, à l'heure actuelle, elle est de 10 à 15%. 5% sans purpura fulminans, 20% en cas de purpura fulminans. Et il y a quand même 15% de séquelles, avec au choix des troubles neurologiques, surdité, paralysie, atrophie cérébrale, déficit intellectuel ou nécrose périphérique à cause du purpura, allant de la simple nécrose de la peau jusqu'à la nécrose des membres conduisant à des amputations. Cette jeune femme par exemple, qui s'appelle Béatrice Viau, elle est médaillée d'or en escrime aux Jeux paralympiques et elle porte les séquelles d'une méningite. Le traitement de la méningite, ce sont les antibiotiques pour traiter l'infection, plus le traitement des symptômes associés et des défaillances d'organes si besoin. Le traitement du purpura fulminans, c'est aussi les antibiotiques, mais il faut absolument que vous compreniez quelque chose avec le purpura fulminans. Quand je vous disais que c'était un cauchemar pour les étudiants en médecine et les médecins en général, c'est absolument pas une blague. Le purpura fulminans est une urgence absolue. Il faut considérer que le purpura fulminans a toujours plusieurs coups d'avance sur vous. On court toujours derrière. Le purpura fulminans, c'est Moriarty. Pour vous donner un ordre d'idée de la gravité et de la rapidité du bazar, les recommandations sont que devant tout patient qui présente des signes infectieux et un purpura supérieur ou égal à 3 mm, et ce quel que soit l'état du malade, il est urgent d'administrer une dose d'antibiotiques intraveineuse, même au cabinet, par le médecin généraliste, d'appeler le SAMU pour un transfert dans un service d'urgence, sauf si ça prend plus de 20 minutes, auquel cas le moyen de transport le plus rapide est à préférer. Service d'urgence qui a été prévenu en amont de l'arrivée du malade pour ne pas perdre de temps dans la prise en charge du purpura. C'est ça le purpura fulminans. Je vais y aller de ma petite expérience personnelle. Et je vous préviens, ça peut être un petit peu cru, donc vous pouvez aller à ce timecode si vous ne voulez pas écouter ce que j'ai à dire. J'étais jeune étudiant aux urgences pédiatriques. C'était un 24 décembre. L'enfant est arrivé vers 20h, amené par ses parents. Ça avait commencé vers 18h environ. À 21h, il était intubé et dans le coma, et il est mort à 23h30, un 24 décembre. C'est ça, un purpura fulminans. C'est fulminant. Au niveau de la prévention, elle se fait par 3 moyens. Le contrôle des épidémies, la prévention de l'entourage d'un malade par le traitement préventif antibiotique plus ou moins vaccination, et la vaccination. Il y a des subtilités pour la vaccination contre le méningocoque. 2/3 des infections invasives à méningocoque sont liées au méningocoque B, 25% au méningocoque C et le reste à d'autres types, classiquement A, E, Y et W135. Il existe des vaccins universels contre les méningos A, C, E, Y et W135. Mais pendant longtemps, il n'existait pas de vaccin universel contre le méningocoque B. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une ressemblance entre certaines molécules de surface du méningocoque B et des molécules cérébrales, donc impossible de faire un vaccin correct. Il existait juste des vaccins contre des souches B bien particulières, comme le vaccin contre le B14 P1-7,16 ST32. En 2010 cependant, un vaccin universel B est sorti utilisant d'autres molécules de surface et il semble assez efficace. Pour l'instant, il est recommandé que dans certains cas particuliers en France, alors que les pays européens le font en routine, notamment le Royaume-Uni. Le vaccin du calendrier vaccinal, c'est le vaccin contre le méningocoque C, A, E, Y et W135 étant rare. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous pour le méningocoque. Là, on ne va pas parler d'une maladie, mais d'une bactérie responsable de plein de choses. Elle a des spécialités, mais elle fait quand même pas mal de trucs. Haemophilus influenza est une petite bactérie commensale de l'oropharynx et du nasopharynx, ce qui veut dire qu'elle vit de manière normale dans votre nez et dans votre gorge. Le réservoir, il est strictement humain et la transmission est donc aérienne. Il existe plein de types différents d'hémophilus, mais les infections les plus graves sont liées à une forme particulière, la forme B, d'où le Haemophilus influenza B. L'infection la plus classique, c'est l'épiglotite aiguë. Dans 95% des cas, l'épiglotite aiguë est due à Haemophilus influenza B. Les 5% qui restent, c'est généralement le pneumocoque qui s'en charge. L'épiglottite, comme son nom l'indique, est une inflammation de l'épiglotte. L'épiglotte, c'est un clapet à l'arrière de la langue et au-dessus des cordes vocales qui ferme l'entrée de la trachée et des poumons quand on avale quelque chose. En temps normal, ça ressemble globalement à ça. Vous pouvez voir l'épiglotte, les cordes vocales et la base de langue de votre serviteur.
En cas d'épiglotite, cette épiglotte, elle va être inflammatoire, c'est-à-dire rouge, douloureuse, mais surtout très gonflée. Elle va prendre de la place, gêner la respiration et bouger beaucoup moins bien. Et ça, c'est d'autant plus vrai que c'est chez un enfant et que l'enfant est petit, car il y a beaucoup moins de place dans la zone. Le risque, c'est que l'épiglotte tombe en arrière et bouge complètement les voies respiratoires, ce qui conduit très rapidement au décès. Le début de l'épiglottite, il est brutal. Fièvre à 39-40, l'enfant il est vraiment pas bien, il présente rapidement des difficultés importantes pour respirer, voire il s'asphyxie. Il existe une difficulté à avaler à cause du gonflement et de la douleur, avec en réaction une hypersalivation car impossibilité d'avaler sa salive. Le traitement est une urgence absolue, mais il faut faire extrêmement attention pour éviter l'asphyxie aiguë et la mort subite. Il ne faut pas du tout allonger l'enfant, ni qu'il penche sa tête en arrière. Le risque, c'est que son épiglotte bascule et bouche la trachée. L'hospitalisation, elle se fait en réanimation. On examine le moins possible l'enfant pour éviter de faire basculer l'épiglotte, et le traitement, c'est l'intubation, c'est-à-dire la mise en place d'un tube dans la trachée pour faire respirer l'enfant le temps que ça passe. En cas de problème, il n'y a qu'une seule solution, c'est la trachéotomie, c'est-à-dire mettre le tube directement dans la trachée, par ici. Et si on est obligé de faire ça, c'est en extrême urgence. Ça veut dire que l'enfant n'est pas intubé et donc au départ au moins, il est conscient. Est-ce que je vous avais dit que l'épiglottite c'était surtout chez les enfants de 3 à 7 ans? Non, t'as dû oublier. Autant pour moi alors. Une fois que ça c'est fait, évidemment, traitement antibiotique, antidouleur, repos et surveillance. Chez l'adulte, l'épiglottite est beaucoup plus rare et surtout elle est beaucoup moins grave. Pourquoi? Parce que l'intubation n'est pas nécessaire, parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de place. Donc, Haemophilus influenza B, retenez épiglottite. Mais ce n'est pas que ça l'hémophilus. Dans les trucs agressifs, on retrouve aussi méningite purulente, pneumonie et d'autres trucs. Dans les choses moins graves, l'hémophilus est l'une des 2 causes les plus fréquentes de sinusite et d'otite aiguë. Et devant l'association conjonctivite et otite, il y a de très fortes chances que ce soit l'hémophilus qui soit derrière. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'hémophilus. Le pneumocoque, c'est une bactérie un petit peu fourre-tout, le pneumocoque. C'est un streptocoque, de son petit nom Streptococcus pneumoniae. Il vit naturellement dans les voies respiratoires supérieures, en particulier le nasopharynx, le nez et la gorge, quoi. Et la transmission se fait par voie aérienne, vous en doutez bien, et surtout entre humains uniquement. Le pneumocoque, il infecte un peu tout le monde et un peu pour plein de trucs. Pour vous dresser un peu le tableau de la bestiole, il est responsable de 1 à 2% des admissions à l'hôpital à lui tout seul. C'est 8% des décès hospitaliers, le pneumocoque. Il est responsable de plus de 1 million d'infections par an et il touche tout le monde. Alors notre organisme se défend plutôt bien contre le pneumocoque, mais il a quand même quelques préférences. Son kiff au pneumocoque, ce sont les personnes fragiles, les patients très jeunes ou plutôt âgés, déficit immunitaire, les insuffisants cardiaques, pulmonaires, rénaux, hépatiques, les diabétiques, alcooliques, bronchitiques, asthmatiques, tabagiques, les patients dénutris, les gens qui sont déjà infectés par autre chose, typiquement la grippe, et les situations de promiscuité, hôpitaux, crèches, casernes, prisons, foyers. Et dans sa besace, il a tout un éventail de maladies. Otite, ils sont responsables de 500 000 otites par an, c'est la cause la plus fréquente d'otite bactérienne, avec l'hémophilus. Méningite, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout le méningocoque le premier responsable de méningite bactérienne, c'est le pneumocoque, des sinusites, des surinfections de bronchite chronique, des septicémies à méningocoque, des péritonites, des endocardites, des arthrites, des péricardites, voilà, tout un tas de trucs en hit, mais surtout, le pneumocoque, il est associé à une infection, la pneumonie. Une pneumonie, qu'on appelle en médecine une pneumopathie franche lobaire aiguë, c'est une infection des poumons, généralement d'un lobe pulmonaire, donc seulement une partie d'un poumon. Mais ça peut s'étendre pour toucher tout d'un poumon, voire les deux en même temps, et c'est généralement mal vécu. Le début, il est souvent brutal, avec une douleur thoracique, de la toux grasse dégueulasse, de la fièvre assez élevée, et si rien n'est fait, bien évidemment, ça va s'aggraver avec détresse respiratoire, septicémie, choc septique, défaillance multi-organes et décès. Le traitement des infections à pneumocoque, ce sont les antibiotiques bien évidemment, avec hospitalisation si besoin et traitement des autres symptômes ou complications. En termes de mortalité, c'est bien évidemment variable en fonction de l'âge, du terrain, des antécédents et de la pathologie. Mais on a quand même 8% des décès hospitaliers au total.
10 à 60% de mortalité pour les septicémies, 20% pour les méningites et 15 à 30% pour les pneumonies. Donc le bon plan pour le pneumocoque, c'est la prévention. Et au niveau de la prévention, c'est bien évidemment la vaccination. Il existe 2 vaccins, un contre 13 types de pneumocoques, qu'on appelle le pneumo 13, et un contre 23 types de pneumocoques, qu'on appelle le pneumo 23, bien évidemment. Dans le calendrier vaccinal, c'est le pneumo 13 qu'on retrouve, le pneumo 23 étant réservé à des situations particulières. Voilà, le pneumocoque en termes d'infection, c'est pas le plus méchant et c'est pas le plus agressif, mais il fait tellement de trucs qu'au final, il faut bien s'en méfier. On a enfin fait le tour des 11 maladies ou germes couverts par la vaccination obligatoire. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous aviez déjà entendu parler de ces maladies, mais vous ne saviez pas vraiment à quoi ça correspondait. C'est assez paradoxal ce que je vais dire, mais j'ai pas trouvé de meilleure façon pour conclure cet épisode. Souvenez-vous qu'on a oublié. On a oublié ces maladies, ce qu'elles étaient, et qu'elles faisaient partie de nos vies il n'y a pas si longtemps que ça. Alors souvenez-vous que grâce à la médecine moderne et à la vaccination, on a oublié. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, bien évidemment. Je me ferai un plaisir de répondre au plus de commentaires possible. Je vous demanderai juste quand même de rester calme dans les commentaires le plus possible. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, la cloche, tout ça, pour toujours plus de vidéos et surtout ne pas les rater. Vu le rythme de production, ça serait dommage. Encore un grand merci aux tipeurs, merci de soutenir la chaîne. Et si vous aussi vous vouliez soutenir la chaîne, un peu et seulement si vous le pouvez, le lien du Tipeee est dans la description et à la fin de la vidéo. Il n'y aura pas de FAQ aujourd'hui car l'épisode est déjà bien trop long. Donc prenez soin de vous, n'oubliez pas. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Primum Non Nocere.